avec le Centre Europe Direct du Grand Est, Citoyens et Territoires, le Centre Europe Direct de Lorraine et les Jeunes Européens, ainsi que la Maison de l'Europe de Strasbourg, représentée par Francis Gutmann. Donc, je vous présente Camille qui va animer le webinaire, Justine du CED Lorraine Grand Est, Francis Gutmann de la Maison de l'Europe, je l'ai déjà dit, et Jeanne Morel des Jeunes Européens Lorraine. Je remercie nos deux participantes au webinaire, Evelyne Gebhardt et Fabienne Keller. Evelyne Gebhardt, vous êtes députée européenne déjà depuis 1994. Alors, vous êtes née en France, mais de nationalité allemande et aussi de nationalité française. Vous avez fait vos études en France, vous êtes parfaitement bilingue. Vous avez surtout beaucoup travaillé dans la commission du marché intérieur et de la commission des affaires juridiques, dont vous êtes toujours membre. Vous avez été vice-présidente aussi du Parlement européen, très active sur toutes ces questions de marché intérieur, mais aussi de droits des citoyens européens et des travailleurs transfrontaliers. Vous avez aussi actif sur, je crois, les droits des enfants des couples binationaux, notamment en cas de divorce franco-allemand. Donc, vraiment, vous êtes la personne qu'il fallait inviter pour ce webinaire. Je vous remercie de votre présence. Fabienne Keller aussi, vous êtes très connue à Strasbourg, puisque vous avez été maire de Strasbourg, sénatrice. On voit votre petit-fils qui est là aussi avec vous. Et puis, vous êtes membre, vous êtes députée européenne là, depuis la dernière mandature, vous avez été sénatrice française. Vous êtes membre du groupe Renew. J'ai oublié de dire, Madame Gebhardt, que vous êtes social-démocrate, membre donc, du groupe SND au Parlement européen depuis votre élection. Et puis, je reviens à Fabienne Keller. Donc, vous êtes membre de la Commission des libertés civiles et membre de la Commission des budgets, enfin membre suppléant de la Commission des budgets. Et donc, nous sommes ravis aussi de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire. Il sera consacré donc aux questions transfrontalières et notamment à l'impact de la crise Covid sur toutes ces questions qui sont donc ces impacts sont nombreux, parfois humainement très problématiques. Donc je veux vraiment vous remercier de pouvoir échanger avec le public aujourd'hui. Il y a de nombreux inscrits. Et je dois signaler aussi que le webinaire est retransmis en live sur le site des centres d'information directe, d'Europe Direct, pardon, et aussi sur pas sur le site, pardon, sur la page Facebook, et aussi sur la page Facebook du Bureau du Parlement européen en France. Camille, je vous laisse la parole pour nous décrire un petit peu le déroulé, les règles du jeu de ce webinaire. Nous sommes ensemble jusqu'à, rappelez-moi l'horaire, jusqu'à 19h15. 9h15. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Isabelle pour cette introduction et merci à Madame Keller et Madame Gebhardt d'être avec nous pour échanger aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, ce webinaire c'est un travail collaboratif avec le CIED Lorraine Grand Est, la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace et les Jeunes Européens Lorraine. Donc aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder donc la thématique de la réponse de l'Union européenne au Covid-19 et puis bien sûr la coopération transfrontalière en temps de crise. Alors ce que je vous propose donc c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ce sera Justine donc voilà qui relaiera vos questions et puis si vous êtes avec nous sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, Jeanne nous les relaiera. Alors dans un premier temps, donc pour aborder ce premier sous-thème, donc ça va faire bientôt 3 mois que la crise du Covid-19 a commencé, une crise sans précédent. Quel bilan est-ce que vous tirez de l'action de l'Union européenne et est-ce que vous êtes satisfaite de la manière dont l'Union européenne a répondu à cette crise et a géré cette crise? Alors, je ne sais pas qui de vous souhaite prendre la parole en premier.
Comme vous le souhaitez. Bon. Allez-y, Madame Gebhardt. Bon, je veux bien commencer, mais d'abord, merci pour l'invitation à faire part de ce webinaire. C'est avec plaisir que je suis venue. Et je dois dire que cela me fait plaisir aussi de me retrouver un peu en France de temps en temps. Et en effet, la coopération dans cette crise a été tout sauf particulièrement bonne. Même, je dois dire, j'ai été très étonnée et peu satisfaite de la manière, surtout au début, dont ont été gérées les choses, puisque en fait, ce que nous avons constaté, surtout en février, début mars, c'est le contraire de la solidarité, c'est l'égoïsme, c'est le national qui a primordé. Et c'est tout à fait le contraire de ce que l'on aurait dû avoir dans une crise telle que nous l'avons en ce moment, qui est vraiment une crise particulière. J'ai été sidérée de voir que, par exemple, le ministre allemand de la Santé a décidé de ne pas envoyer de masques en Italie, alors qu'ils étaient si nécessaires à l'époque. Et cela a pris un temps jusqu'à ce que l'accord soit venu. Et je pense que ce n'est pas une manière de faire. Ce n'est pas une manière de faire, ce n'est pas européen. Et justement, dans des cas de crise, surtout au début de mois de mars, en Allemagne, nous n'avions presque pas de cas. L'Italie, c'était vraiment la catastrophe. Alors là, on aurait dû tous, dans tous les pays, dire « nous aidons l'Italie ». Plus tard, l'Espagne, la France aussi, surtout le Grand Est qui a été très touché. Et je dois dire que ce début, il n'a pas été très bon. Heureusement, il s'est amélioré. Il s'est amélioré entre-temps, mais je pense qu'on doit encore apprendre beaucoup de choses de cette crise que nous avons en ce moment, en espérant bien sûr qu'elle n'arrive jamais, mais il se peut que d'autres pandémies arrivent, que l'on soit mieux apte à donner des réponses satisfaisantes et de manière à ce qu'il y ait l'entraide entre les États membres. Ce qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est la vitesse à laquelle les États membres ont fermé leurs frontières en disant non, alors que franchement, je ne comprends pas, le virus, il ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas de frontières. Et de dire on ferme la frontière comme ça, il ne passera pas, c'est impossible. Et cela a posé des problèmes énormes aux citoyens, énormes, surtout à ceux qui travaillent aux frontières en transfrontalier, aussi pour les familles qui se trouvent d'un côté et de l'autre. Et je pense que là aussi, nous devons apprendre à gérer cela d'une autre manière. C'est ce que je veux peut-être, c'était la première approche. Je pense qu'un peu plus tard, on pourra discuter encore de ce qui se fait entre-temps, ce qui s'est amélioré, mais c'était la première réponse à dire, je pense, de bien montrer où sont les problèmes qui se posent réellement dans ce genre de pandémie. Madame Keller. Oui, Evelyne a rappelé un peu la douleur. Hein. Nous avons eu mal à l'Europe au début de la crise. Ces réflexes de peur, hein, on peut le dire, face à cet inconnu que représente ce virus inconnu venu de l'autre côté de la planète. Mais moi, j'aime bien rappeler que l'Europe souvent progresse à l'occasion de crises. Et c'est vrai que très rapidement, on a retrouvé la belle Europe, l'Europe qu'on aime. Je dois dire que quand les patients de Mulhouse ou de Strasbourg ont pu être accueillis juste de l'autre côté par nos amis allemands, c'est un magnifique geste de solidarité à un moment où voilà, nos hôpitaux étaient saturés et finalement c'était vraiment un geste à la fois professionnel mais de très très grande solidarité, acceptant les malades avec leur virus, là pour le coup, hein, avec ce qu'ils représentaient. Il y a eu, Evelyne a rappelé, peut-être des blocages en Allemagne sur des transferts de masse, d'autres ont eu lieu quelques jours après, prenant bien conscience du fait que c'était une question de jours et l'Italie était en avance de phase en fait sur le reste de l'Europe. Donc il fallait d'abord aider l'Italie et puis ça donnait un peu de temps d'acheter ou de produire des masques pour s'équiper à notre tour. Les frontières, je partage complètement ce qu'a dit Evelyne. Il n'y a pas de raison que les frontières soient le bon périmètre pour gérer un problème sanitaire. Mais là aussi,
c'est un réflexe lié au fait que, d'une part, il y a eu une vraie panique, hein, et d'autre part, la santé reste de compétence nationale. Enfin, est de compétence nationale. Il y a très, très peu de compétences à l'échelle européenne. C'est d'ailleurs un sujet de rebond, hein, comment renforcer la coordination. Et moi, je pense que on n'en est pas encore à faire le bilan parce que cette pandémie, elle n'est pas tout à fait éteinte et surtout, nous craignons tous un éventuel rebond. On voit que la pandémie est encore très forte dans d'autres parties du monde comme l'Amérique du Sud. Il est possible qu'elle revienne hein, si on déconfine, que les mouvements, les déplacements réaugmentent. Et donc, moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, la chancelière Angela Merkel, le président Macron et d'autres chefs d'État européens aient demandé à la Commission que l'on se prépare à une nouvelle pandémie. Je pense que dans ce domaine, ce qui compte, c'est de tirer les leçons de ce qui a marché, mais surtout de ce qu'on aurait pu mieux faire, et se préparer à un événement qui pourrait être renouvelé. Alors, quand on se prépare jamais exactement à ce qui arrive. Mais en tout cas, on est déjà un petit peu mieux coordonnés, on se connaît mieux, il y a des méthodologies qui sont en place. Et dans la santé, tout est à construire, on en parlera peut-être, mais il y a clairement une volonté au niveau européen, dans le plan de relance, d'avoir un plan pour la santé, pour les vaccins, pour les laboratoires. Là aussi, il y a une coopération qui s'est déclenchée dès le début du mois d'avril hein, pour essayer d'avoir des protocoles cohérents, mais on s'est rendu compte qu'en l'absence d'Europe de la santé, eh ben, on ne mesurait pas, par exemple, les lits de réanimation de la même manière, que les protocoles de soins n'étaient pas forcément lisibles hein, d'un État membre à l'autre. Donc, on peut à la fois avancer dans une politique européenne de la santé et puis mettre en place des outils plus développés pour se protéger face à une éventuelle nouvelle pandémie. Merci, oui, effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'effectivement, le rôle du Parlement européen a été important aussi pendant cette période, hein, c'est lui qui a été aussi force de proposition, et justement, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, si on fait un premier bilan, l'Union européenne est mieux équipée pour faire face aux problèmes économiques, sociaux, sanitaires causés par le Covid-19 et est-ce qu'elle est effectivement prête pour faire face à une nouvelle crise, répondre à celle-ci et faire face à une nouvelle crise? Écoutez, faire face à une nouvelle crise, j'espère qu'elle n'arrivera pas de si vite. Faire face à une nouvelle crise, nous devons encore apprendre certaines choses. Et nous voyons par contre que ce qu'on appelle la solidarité européenne, elle s'est mise en place. Elle s'est mise en place avec cette proposition de Macron-Merkel, par exemple, sur les financements qui a été préparée par les ministres de la Finance, où nous sommes arrivés aussi à accepter dans un texte, même ceux qui se disent les réticents, les 4 réticents dans l'Union européenne qui disent que nous avons besoin d'instruments financiers innovatifs. Et je pense que ça, c'est une avancée énorme qui n'aurait pas été possible encore il y a 2 ou 3 mois. Et je pense que cela aussi est une bonne chose et cela va nous permettre de donner des réponses dans le temps qui va venir, de prendre des décisions dans les États membres pour remettre en marche notre économie, le financement de notre économie, pour que le travail des citoyens, pour que les droits des citoyens puissent être installés et une avancée soit faite. En même temps, nous avons demandé en tant que Parlement européen très clairement à ce que l'on se prépare pour des pandémies à venir, des crises à venir, tout en réfléchissant par exemple sur la politique de l'industrie. Politique de l'industrie qui signifie moi je vois plus l'image maintenant, qui signifie que on vous voit bien normalement, hein, voilà. Maintenant c'est revenu. Ce qui signifie que nous devons aussi mettre en place une industrie de base pour les produits qui sont nécessaires en cas de crise. Nous l'avons bien vu avec les masques et d'autres éléments, que nous sommes très dépendants
de l'Asie, de la Chine. Et là, nous devons faire en sorte d'avoir une certaine autonomie. Je ne dis pas une autonomie totale, mais une certaine autonomie pour que nous puissions répondre plus rapidement à ce genre de situation. Ça, c'est une des choses primordiales sur lesquelles nous discutons et où nous disons à la Commission européenne, nous devons mettre cela en marche. Il s'agit aussi de faire des efforts en ce qui concerne les sciences, de faire en sorte que l'évolution dans ces domaines soit permanente et à faire avancer les choses dans ces domaines-là. Alors, vous allez voir, Evelyne Gebhardt et moi, on est très convergentes sur, par exemple, le plan de relance, parce que nous avons ensemble signé et soutenu une résolution très forte qui a été prise lors de notre plénière, alors je regardais la date le 13 mai, donc en amont de l'engagement qu'évoquait Evelyne de Macron et Merkel pour ce plan de relance et qui a abouti à la fin de la semaine par une proposition très forte de la Commission. Un besoin de relance, tout le monde l'a en tête parce que l'économie s'est fortement ralentie, il faut qu'elle reparte très vite, donc nécessité de mettre du cash, mais besoin aussi, tu l'as décrit, de réindustrialiser, parce qu'on l'avait tous écrit dans des rapports, mais là, le vivre pendant une crise, cette dépendance, une distance, une absence de maîtrise de la technologie, des masques, des respirateurs, et puis aussi de la production de médicaments éventuellement nécessaires, hein, c'est quand même une situation qui stratégiquement n'est pas acceptable pour l'Europe. Donc, dans ce plan de relance, il y aura une partie réindustrialisation dans le domaine des médicaments, mais aussi dans le domaine du numérique, parce que du coup, on s'est tous servi de systèmes à distance. Il y a eu ces applications de traçage et on a réalisé qu'il n'y avait pas de logiciel, de système de gestion de base de données européen. Donc, ça a fait réémerger une idée forte, hein, qui est une forme d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté dans le domaine du numérique. Donc, de belles initiatives que le Parlement a anticipées, en fait. Et ce Parlement, finalement, tout récent, hein, élu il y a à peine un an, enfin, moi, je suis très impressionnée par sa force de proposition. On pourrait se dire, on est très différents, on est de 27 États membres. Dans tous les États membres, les élections sont à la proportionnelle, hein, donc ça fait une grande diversité de profils. Et bien, ce sont 5 groupes qui se sont mis ensemble pour soutenir cette résolution sur le plan de relance, une très forte majorité dans cette organisation politique particulière du Parlement, hein, qui fait que ça se regroupe autour du centre. Hein, c'est les extrêmes qui sont écartés de ces résolutions. On a même tous fait l'effort pour que ça puisse être voté, de ne pas faire trop d'amendements, parce que c'est un petit peu compliqué à distance. Enfin, une belle volonté partagée de montrer que l'Europe fait aussi vite qu'elle le peut. Moi, j'aimerais qu'on aille plus vite encore, parce que vous demandiez, Camille, si on était prêt. Il y a encore du boulot, parce qu'il y a l'Europe, et puis il y a la mise en œuvre, soit dans les États membres, soit à travers des programmes européens, mais avec des acteurs qui sont des entreprises, des labos de recherche, des associations, des acteurs publics. Donc tout ça, ça met du temps, et on sent bien que le temps joue contre nous. Il faut très vite agir, et c'est pour ça qu'enfin, déjà la décision de l'Union européenne, et Evelyne l'a dit, mais je le redis avec plaisir, hein, de lever des fonds en direct, ce qui n'avait jamais été fait pour l'avenir, c'est formidable. Et l'Europe, et au moment où, si vous voulez, dans les États membres, les entreprises sont en difficulté, les acteurs publics ont des problèmes de finances publiques, tous les intermédiaires, les banquiers, les assurances, eux-mêmes sont fragilisés. Il n'y a que la structure européenne qui peut, en injectant du cash, faire vraiment repartir l'économie et éviter qu'un tas d'acteurs en fait disparaissent dans les prochains mois. Donc c'est vraiment important, et à l'occasion de ce plan, traiter différents sujets stratégiques prioritaires. Voilà ce que nous portons et ce que nous continuerons, n'est-ce pas Evelyne, à suivre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Je vais laisser Justine Roussy nous relayer. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Alors. Oui, on a reçu plusieurs questions, notamment des questions qui concernent les masques et l'aide en matériel médical qui a été acheminé, qui a été donné à l'Italie.
plusieurs spectateurs s'interrogent sur l'aide que l'Union européenne n'aurait pas envoyée à l'Italie, mais plutôt l'aide que la Chine, Cuba auraient envoyée aux pays en difficulté. Qu'est-ce que vous évoquent ces remarques? Et une autre question qui va dans le même sens, par rapport à la Chine, une question qui nous est posée sur la dépendance de l'Union européenne à la Chine, notamment en ce qui concerne l'industrie. Voilà, la question est, est-ce qu'une des premières industries à relocaliser n'est-elle pas l'industrie du médicament? Selon notre spectatrice, il n'est plus possible d'être dépendant presque exclusivement de la Chine sur cette thématique-là. Madame Keller, qu'en pensez-vous? Alors, sur le médicament, je partage. Avant d'être députée européenne, j'étais sénatrice. On a fait une commission d'enquête une mission d'information sur ce sujet. À peu près 70% des principes actifs, c'est-à-dire des produits importants dans le médicament, sont produits en Asie, la moitié en Inde, l'autre moitié en Chine. On a perdu beaucoup de savoir-faire dans les laboratoires, dans la capacité à changer d'échelle, c'est-à-dire passer à l'industrialisation de la production des médicaments. Tout cela n'est pas très raisonnable et crée depuis de longues années des difficultés d'approvisionnement parce que c'est un peu plus compliqué quand le fournisseur est loin, mais aussi parce que ces produits sont testés à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne et ils sont parfois contaminés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment propres pour être utilisés. Et il y a un certain nombre de maladies où on a connu des ruptures d'approvisionnement dans ces principes actifs. Donc, c'est évident, mais vous savez, c'est comme sur les masques, c'est comme dans beaucoup de domaines, les méthodes d'achat optimisant sans cesse le prix et seulement le prix ont conduit à beaucoup de distanciation, enfin à beaucoup d'appels d'offres donnés à des pays à bas coût, à basse couverture sociale, à très basse aussi qualité enfin de l'environnement du travail. Et ça n'est acceptable non plus. Mauvaise qualité souvent environnementale, peu de règles de respect de l'environnement dans la production. La production de médicaments génère des rejets. Donc tout ça n'est pas raisonnable, alors même que nous avons une recherche stricto sensu plutôt de très bonne qualité en Europe. Et on voit qu'il y a d'ailleurs sur le vaccin de très belles coopérations entre différents laboratoires qui se connaissaient déjà et qui vont essayer de trouver, ce n'est pas une certitude, mais essayer d'avancer très très vite sur ce sujet du vaccin. Donc, bien sûr, la relocalisation de la production de médicaments est une priorité absolue. Peut-être que l'autre question est pour Evelyne, du coup, les masques. Ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas une question facile, mais en effet, peut-être que je voudrais d'abord commencer par citer M. Breton, le commissaire européen pour le marché intérieur, qui nous a répondu dernièrement, juste dans la commission parlementaire, sur ces thèmes, et nous a rappelé une chose qui ne m'était pas claire non plus d'ailleurs. Il a dit oui, c'est vrai que la Chine a apporté des masques en Italie, mais l'Allemagne et la France en ont donné beaucoup plus que la Chine. Alors que toutes les informations disent que c'est la Chine qui... Mais ce n'est pas vrai. Mais ont moins bien communiqué. Et on n'a pas bien communiqué, c'est ça. Moi-même, je ne le savais pas jusqu'à ce moment-là. C'est quand même une chose pénible, je dois dire. Et la Chine a communiqué. Elle s'est fait payer, nous les avons offerts. Donc, il y a quand même... il faut peut-être remettre les choses au point de temps en temps, et c'est tout à fait nécessaire. Et nous avons en effet des problèmes aussi en ce qui concerne les masques et d'autres médicaments qui ont été envoyés depuis la Chine, qui ont eu, en Allemagne dernièrement, on a renvoyé 10 millions de masques parce qu'ils n'avaient pas la qualité nécessaire pour protéger les citoyens. Donc on voit que là, il y a vraiment une mal-donne que nous devons changer. Et donc, cette politique industrielle est absolument nécessaire. Et déjà, avant Covid-19, des médecins m'approchaient pour me dire « mais nous avons des problèmes d'approvisionnement en médicaments ». Et cela aussi, c'est une chose qu'on savait depuis longtemps, mais on le disait, on le rappelait, mais on ne faisait pas grand-chose. Et j'espère bien que maintenant que nous avons cette crise particulière, cela va ouvrir aussi
la tête de certaines personnes pour que l'on fasse avancer l'industrialisation dans ces domaines. Et tu as raison, Fabienne, là aussi, il s'agit de faire en sorte que le savoir que nous avons perdu soit remis sur place aussi dans nos États membres. C'est absolument nécessaire. D'ailleurs, je me demande toujours aussi, est-ce que nous devons être vraiment dans ce domaine de, comment dit-on en français, de faire en sorte que nous ne soyons pas dans la main de la Chine quand il s'agit de certains produits, et de faire en sorte que nous ayons aussi notre autonomie dans ce domaine-là. La Chine pose des problèmes énormes en ce qui concerne, par exemple, les droits des citoyens, les droits sociaux. Et là aussi, nous devons faire très attention. Ce que nous devons aussi voir, et à cela on est en train de travailler, de la Commission européenne nous a dit qu'elle va nous faire une proposition sur les chaînes d'approvisionnement et de voir quels sont les critères que nous devons mettre en cause, parce que ce n'est pas acceptable d'avoir toujours les prix les plus bas, mais sur le compte de travailleurs dans les États tiers qui ne savent pas comment survivre parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, c'est tout des choses globales auxquelles nous devons travailler et qui sont devenues beaucoup plus perceptibles par cette crise que nous avons en ce moment. Je vous remercie. Je vous propose qu'on aborde le deuxième sous-thème de ce webinaire, alors qui concerne surtout le travail au sein du Parlement européen et de vos commissions parlementaires, en sachant que, pour rappel, Madame Keller, vous êtes à la Commission des libertés, des droits et de la justice, et Madame Gebhardt au sein de la Commission du marché intérieur et protection des consommateurs. On voit que c'est des sujets aussi sur lesquels il y a eu beaucoup de soucis, liberté civile et protection des consommateurs. Peut-être nous en parler de manière un peu plus précise sur quelles ont été les mesures prises, quels sont les sujets qui vous préoccupent au sein de ces commissions. Alors, je vais peut-être commencer. D'abord, on a assez vite, au fond, comme tout le monde, comme toutes les organisations, on a mis 2-3 semaines à s'organiser, mais dès le début avril, on travaillait à peu près correctement en commission, en délégation, en groupe. Et ça a été des temps de travail intenses parce qu'on avait tous envie de faire quelque chose face à cette crise et d'être actifs. Alors, ma commission a eu plusieurs sujets chauds. D'abord, toutes les lois d'exception, toutes les lois d'urgence qui ont été prises dans les États membres ne respectent pas les principes fondamentaux, la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, on a très vite analysé cela sur la base des rapports d'ailleurs réalisés notamment par le Conseil de l'Europe, qui dès le 7 avril, je crois, a produit un rapport très complet sur la situation de l'état de droit en Europe. Et pour ma part, moi j'ai lancé un appel que 23 collègues ont bien voulu signer de différents groupes et de différentes nationalités, qui maintenant est signé par 80 députés. Je crois, Kevin, tu es signataire et je t'en remercie, pour appeler à quelques principes fondamentaux: garder l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, les contre-pouvoirs, c'est fondamental, permettre au Parlement de se réunir et d'assurer sa mission de lieu de débat et de démocratie, et s'engager à faire disparaître tous ces textes urgents, de loi d'urgence, dès que la crise sera passée. Donc, ce dernier principe que j'aime appeler la clause Superman, ça disparaît d'un coup une fois que la crise est arrêtée, est assez important parce qu'on se rend compte que, en général, les lois d'urgence restent très très longtemps dans nos législations et qu'elles les déforment en fait progressivement, prises dans l'urgence, mais elles constituent une altération. Alors évidemment, la situation a été encore plus sévère en Pologne et en Hongrie, où des lois d'urgence très fortes ont été prises, même si en Hongrie, le gouvernement est revenu dessus. Mais dans ces deux pays, vous savez, qui sont soumis à l'article 7, les règles fondamentales, d'ailleurs qui doivent être observées par un État membre avant d'entrer dans l'Union européenne, ne le sont plus. C'est le cas de la liberté de la presse, notamment en Hongrie, qui n'existe plus. C'est le cas de l'indépendance de la justice, avec de très nombreux juges qui ont été limogés
en Pologne, par exemple. Nous avons réfléchi à cela et nous proposons, par exemple, très concrètement, dans le plan de relance, que les pays qui sont sous le coup de l'article 7 ne gèrent pas directement les fonds du plan de relance, mais qu'ils soient gérés directement par la Commission, au motif qu'ils ne remplissent plus, les États ne remplissent plus les règles de droit fondamental en Europe. Sur des questions relatives aux libertés publiques, on a, c'est une discussion de fond dans notre commission, mais débattu des questions de désinformation, puisqu'elles ont été extrêmement importantes encore, comme d'habitude, mais avec plus d'ampleur, puisque les réseaux sociaux ont pris une place particulière pendant cette période de confinement. Donc, avec un certain nombre d'exemples où des informations fausses ont vraiment beaucoup circulé, et avec des points d'inquiétude sur les informations terroristes qui ont circulé et des informations illicites comme la pédopornographie qui a doublé pendant la période du confinement. C'est Europol qui a des instruments de mesure là-dessus, donc avec des éléments très inquiétants sur le respect des droits fondamentaux, évidemment, des enfants concernés. Et je pense que sur ce thème-là, on ne sait pas tout encore parce qu'en confinement, je pense par exemple qu'il s'est passé beaucoup de choses au sein des familles dont on ne prend pas encore la mesure de l'ampleur. Enfin, on a travaillé sur les applications de traçage qui ont fait grand débat. Voilà, est-ce que c'est attentatoire ou pas aux libertés publiques? Ce qui est intéressant, un peu, enfin amusant, mais après tout, il faut parfois des sujets concrets pour en débattre, c'est qu'on a débattu de beaucoup de choses auxquelles on a déjà, enfin qu'on a déjà complètement accepté sur nos smartphones, où on a déjà laissé accès à plein d'infos, etc. Et là, du coup, pour l'application de traçage, on s'est posé ces questions et c'est bien. Donc, il nous reste le travail à faire sur tout ce qu'on accepte implicitement en téléchargeant des outils sur des iPhones qui sont tous faits en Chine, donc avec peut-être voilà, des choses dedans, et avec des logiciels qui sont, aucun pratiquement n'est fait en Europe. Donc là aussi, la question de la souveraineté et de la maîtrise. Au sein de la commission budget, on a énormément discuté, c'est ma deuxième commission, sur ce plan de relance, sur ses modalités financières. Et moi, je suis très heureuse du résultat auquel on a abouti, auquel on ne croyait pas au début. Je continue à plaider pour les nouvelles ressources, les ressources propres de l'Union. Je crois que c'est important. Je crois beaucoup au mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, qui est le différentiel économique de nos réglementations environnementales. Si on ne l'applique pas, alors nous devenons importateurs de produits à fort contenu en CO2. Finalement, nos règles, ça ne fait qu'encourager la délocalisation des productions, la taxe plastique aussi, et peut-être d'autres dispositifs qui permettraient aussi à l'Europe d'être plus autonome en ayant ses propres recettes. Voilà quelques sujets sur lesquels nous avons travaillé. Oui, je pense que justement ces applications de traçage ont été aussi un thème très fort, autant au sein de la commission IMCO, donc du marché intérieur et droits des consommateurs, que de la commission juridique aussi, parce que dans ce domaine-là, puisque la sécurité des données sont par exemple aussi dans le jury, donc ce sont des thèmes qui ont été très forts et où le Parlement européen s'est beaucoup impliqué en disant très clairement que justement la protection des consommateurs dans ces domaines-là doit être particulièrement forte. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont commencé à réfléchir aussi de la manière dont ils utilisent les appareils. Dans la commission parlementaire du marché intérieur, évidemment, le thème des frontières fermées a été un thème très fort, un sujet très fort, où la demande du Parlement européen était très, très, très forte de rouvrir aussi vite que possible les frontières, parce que c'est une situation inacceptable, parce que c'est une des règles fondamentales de l'Union européenne. Le marché intérieur ne peut pas marcher, ne peut pas fonctionner si les frontières ne sont pas ouvertes. Et dans les contrats, il est bien spécifié que les fermetures de frontières ne peuvent se faire que dans certains cas exceptionnels et bien définis.
Et je pense que là, on a dépassé les règles en ce qui concerne cela. Cela fait aussi en sorte, par exemple, que à certaines frontières, nous avions la frontière avec la Tchéquie, entre l'Allemagne et la Tchéquie, on avait des 40 kilomètres de voitures arrêtées devant la frontière parce qu'elles ne pouvaient plus passer. En même temps, il y avait des camions avec des masques qui voulaient passer, qui ne pouvaient pas passer parce que justement la frontière était fermée. Donc ce sont des choses qui ne peuvent pas être acceptables et c'est pour ça que nous avons aussi dit clairement qu'il fallait faire avoir on est arrivé à faire ouvrir du moins des passages pour les denrées, qui sont nécessaires, mais ça a été très très difficile à faire. Et je pense que il est bon maintenant que les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne aient décidé qu'au plus tard, à la mi-juin, les frontières devraient être réouvertes. J'espère bien que cela va se faire parce que c'est absolument nécessaire. Bon, notre ministre nous a dit oui, ça va être fait, mais j'ai l'impression que c'est pas encore vraiment acquis dans tous les États membres. Disons que je l'espère, bien sûr, je l'espère, et cela devrait être fait. Un autre thème qui a été très important dans la discussion, c'est la discussion aussi sur les achats par Internet, les produits contrefaits, les produits qui n'ont pas la qualité nécessaire en fait pour l'Union européenne et la désinformation sur ces produits aussi dans l'Internet. Ça, ce sont des thèmes qui nous préoccupent énormément parce que nous avons vu que dans le cadre justement de cette crise, où beaucoup de monde était à la maison et faisait des achats justement par Internet, il y a des malfaçons qui ont été faites, qui ont été sidérables, et ça fait avancer aussi des projets de loi que nous avions déjà sur la table et dont nous nous préoccupons. Un autre thème qui est très important aussi dans les deux commissions parlementaires où je suis, c'est la manière dont nous percevons l'intelligence artificielle, qui peut être une aide énorme dans la société, mais qui pose aussi des problèmes énormes en ce qui concerne l'éthique et les bases fondamentales de la société. Donc, ce sont des thèmes qui sont aussi très importants dans nos deux commissions parlementaires et qui doivent être avancés et qui sont aussi en avant du travail que nous faisons en ce moment. Je vous remercie. On a quelques questions, réflexions qui sont apparues dans le chat. Justine, si tu veux bien les relayer. Oui, on a une question notamment sur les applications de traçage. La France est dotée de sa propre application de traçage, Stop Covid. L'Allemagne aussi a sa propre application. Est-ce qu'il avait été évoqué l'idée de créer une application de traçage au niveau européen? Et si oui, pourquoi cette application n'a-t-elle pas été lancée? Et finalement, une autre question qui fait suite à ce que vous avez évoqué, Madame Keller, sur le fait que les États qui ne respectent pas les droits fondamentaux ne pourraient pas gérer eux-mêmes directement les fonds du plan de relance de l'Union européenne. Comment ceci fonctionnerait et pourquoi proposer cette mesure? Je vous laisse répondre à cette dernière question, Madame Keller. Alors, sur les droits fondamentaux, effectivement, comment ce que j'ai proposé pourrait s'appliquer. Alors, quand un État souhaite entrer dans l'Union européenne, il a une phase, quelques années avant son accueil effectif, son adhésion complète, où il bénéficie déjà de crédits européens. Et ceux-ci sont gérés par la Commission en direct. Donc, au fond, ce que nous proposons, c'est tout simplement qu'un État qui transgresse à ce point les principes fondamentaux de l'Union, que l'article 7 est déclenché contre lui, eh bien, il retourne à la situation antérieure, qui est un peu une antichambre, mais ce qui permet politiquement de continuer à soutenir son peuple. Il faut avoir conscience, par exemple, qu'Orban en Hongrie se sert énormément, instrumentalise toutes les
les déclarations contre la Hongrie en disant voilà, c'est le peuple hongrois qui est maltraité. M. Kaczynski dit c'est les Polonais qui sont mal aimés. Moi, je dis non, 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 non. On aime beaucoup la Pologne. D'ailleurs, les piliers qui portent les drapeaux européens au Parlement européen de Strasbourg ont été construits à Gdansk. C'est Pat Cox, président du Parlement à l'époque, qui avait tenu, par la symbolique, hein, de Solidarność, des mouvements populaires. La Pologne, on lui doit vraiment beaucoup dans la chute du rideau de fer, dans la démocratisation pacifique, pour l'essentiel, hein, il y a 20 ans. Donc, oui, même 30 maintenant. Mais ces peuples, on ne peut pas accepter que les dirigeants d'aujourd'hui les manipulent. Or, la gestion par la Commission, ça permet d'aider les villes, les régions, les entreprises, les ONG, les associations, donc d'aider des structures directement, là où d'habitude, hein, le principe de subsidiarité veut plutôt qu'on passe par l'intermédiaire de l'État membre. Donc, ce serait pour la première fois une conséquence concrète du déclenchement de l'article 7. Parce que pour l'instant, on n'est malheureusement que dans le déclaratif, on les convoque à des débats sur ce qui se passe dans leur pays, donc il y a une dialectique, hein, ils sont très forts, mais peu de conséquences concrètes. Sur l'autre question, l'application de traçage, il y a eu une tentative, hein, de plateforme européenne. En principe, ces applications sont opérables, interopérables, je n'ai pas vérifié. Il y avait en gros deux très grands modèles, hein. Celui proposé par Apple plus Google, c'est un rapprochement historique. C'était deux entreprises qui étaient plutôt, non pas en compétition parce que ce n'est pas les mêmes produits, hein, mais en rivalité, pour proposer une solution facile, qu'on a d'ailleurs tous partiellement téléchargée dès lors qu'on a des appareils Apple à l'occasion de la dernière mise à jour d'iOS. Ça, c'est le Big Brother Apple qui l'a imposé à tous. Et je dois dire que la souveraineté numérique, on en est relativement loin. Donc, les habitudes de travail, la communauté des propositions, et puis la culture qui est très libérale, par exemple chez les Nordiques, hein, n'ont pas conduit au choix d'un grand logiciel public. Néanmoins, c'est un logiciel, j'espère, utilisable seulement à court terme. J'espère qu'on arrivera quand même à débattre de ces sujets, parce que c'est aussi une question de souveraineté, hein. La maîtrise du numérique, avoir un bon cloud européen, c'est insupportable, hein. Moi, je refuse de stocker mes données dans des clouds parce qu'ils sont tous américains ou asiatiques. On est quand même... Or, ce sont toutes nos données, toutes les informations industrielles, personnelles, publiques, enfin c'est hospitalière. Donc, ça nous a révélé finalement sur un petit sujet, hein, un enjeu majeur, et je pense que grâce notamment à Thierry Breton qu'évoquait Evelyne, on a la chance d'avoir un grand spécialiste sur ces sujets, hein, un stratège, et donc le commissaire en charge de l'industrie dans un monde où on a totalement perdu pied. On n'a plus aucun fabricant de logiciels, plus aucun fabricant de matériel, plus aucun fabricant de microprocesseurs, qui sont à 98% chinois, hein, aujourd'hui. Voilà, vive la souveraineté numérique européenne. Pardon Evelyne, c'était longue. Non, ce n'est pas que tu as été longue, mais tu as pratiquement dit ce que je voulais dire aussi. Donc, on s'entend bien, nous deux. Voilà. Oui. Disons que nous en avons beaucoup parlé aussi justement de l'approche européenne pour les applications de traçage, en disant qu'il serait bon d'avoir une avancée européenne, mais là aussi c'est un problème de souveraineté, comme tu l'as dit, où les États membres n'ont pas accepté. Quand je parle des États membres, je parle des gouvernements des États membres, n'ont pas voulu se mettre d'accord. Nous en avons beaucoup discuté. Nous avons dit au moins de faire une compatibilité des systèmes, parce que j'en parlais dernièrement avec un de mes collègues espagnols. On s'est dit, mais écoute, toi tu viens à Bruxelles, toi et moi aussi, on se rencontre là, à quoi ça nous sert, ces applications que nous avons?
puisqu'elles ne sont pas compatibles. Et et maintenant, nous allons aller dans les vacances, on va peut-être changer de pays et rencontrer des personnes d'autres pays, et nous n'allons pas avoir la possibilité d'avoir ce traçage qui est si important que si en cas de maladie, on puisse se trouver aussi rapidement que possible ceux qui pourraient potentiellement être impliqués aussi, pour éviter que cela se retrouve partout. Donc, c'est une des choses très, très importantes. Nous en avons parlé beaucoup avec le commissaire Reinders qui doit s'en occuper. Et nous lui avons dit fortement, nous voulons que nous ayons au minimum une compatibilité des systèmes. Il faut le faire parce que sans ça, dans une Europe ouverte sans frontières que nous voulons, nous avons besoin d'une approche européenne. Je vous remercie. Alors, il y avait peut-être une dernière question à relayer, toujours sur la question de la Hongrie et de la Pologne et le fait qu'elles puissent ou non bénéficier d'un financement. Justine? Oui, la question qui nous a été posée concerne le programme SURE, donc le programme qu'a créé la Commission européenne pour soutenir les États membres dans leur dispositif de chômage partiel, d'aide au chômage partiel. Est-ce que la Pologne et la Hongrie vont bénéficier du programme SURE? Je pense que oui. Oui. Tous les pays. On ne peut pas faire de programme européen qui ne va bénéficier que certains pays. Ça c'est une chose qui est très claire. Tous les États membres vont bénéficier de manière différente, parce qu'on a dit que la valeur qui sera donnée aux États membres sera aussi conditionnée par la taille des problèmes de pandémie dans les États membres, bien sûr, mais nous en avons dans tous les États membres. Et c'est pour ça, cette discussion que nous avons au Parlement, dont Fabienne a déjà parlé, de conditionnement, justement, en ce qui concerne aussi les principes fondamentaux de l'Union européenne, est un point de départ de la discussion au Parlement européen qui est très important, et où nous ne sommes pas encore arrivés à convaincre les gouvernements, tous les gouvernements non plus. Ça, c'est un gros problème. Et malheureusement, la France aussi. Et puis l'Allemagne, je ne suis pas sûre non plus qu'elle soit tout à fait d'accord, parce qu'il se pourrait qu'un jour, cela ait des retombées aussi sur ces pays, bien que je ne le vois pas pour l'instant. Mais ça, ce sont des problèmes toujours très, très, très difficiles. Mais il faut ce conditionnement. C'est clair. Bon, merci. Alors, on va passer du coup au dernier thème. On avait déjà un petit peu abordé la coopération transfrontalière, mais on va peut-être vraiment se concentrer là-dessus, sur cette dernière partie. Je vais laisser la main à Francis Gutmann, donc de la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace, donc pour nous guider. Oui, merci Camille. Effectivement, certains points ont déjà été abordés. Nous sommes dans une grande région, Grand Est, qui a pour caractéristique d'être frontalière avec 4 pays européens, et notamment 3 font partie de l'Union européenne, mais ils font tous les 4 partie de l'espace Schengen. Donc c'est la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Et donc les relations sont très fréquentes avec ces pays, que ce soit au niveau du travail transfrontalier ou de la consommation quotidienne ou du tourisme, puisque bon, ici à Strasbourg, on est habitué à avoir énormément de touristes venant de ces pays-là. Alors, vous l'avez dit, il y a eu effectivement des prises de position extrêmement brutales, de fermeture de frontières du jour au lendemain. Je suppose qu'elles n'ont pas été coordonnées, je suppose que ça n'a pas été discuté entre les États ni avec la Commission. Et il y a eu donc beaucoup de symptômes. Alors, est-ce qu'il y a eu depuis des mesures correctrices qui ont été prises? Vous avez évoqué les nombreux patients en Alsace qui ont été soignés dans les hôpitaux en Suisse et en Allemagne. Je suppose, j'ai même entendu que ça se faisait sans frais pour ces patients, ce qui est quand même remarquable.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives prises, puisque vous-même, Madame Keller et Madame Gebhardt, vous êtes voisines, puisque vous habitez dans des régions très très proches, de pas plus de quelques dizaines de kilomètres. Est-ce que vous avez eu connaissance d'autres initiatives prises pour rapprocher les régions en ces temps de crise? Oui, oui. Les fermetures ont été en effet très brutales. Elles n'étaient pas coordonnées non plus avec à la Commission européenne. C'est ce qui a posé un certain nombre de problèmes parce que c'était pas possible. Je sais que dans certaines régions, justement entre l'Alsace et le Baden-Württemberg, mais aussi avec la Sarre, il y a eu beaucoup de discussions entre les régions pour voir comment peut-on organiser le fait que les travailleurs puissent au moins, qu'au minimum les travailleurs puissent passer la frontière sans trop de problèmes pour aller à leur travail, parce que c'est nécessaire d'y aller. Nous avons eu, surtout dans la Sarre, j'ai entendu que certains travailleurs étaient obligés de faire parce que certaines frontières étaient ouvertes, d'autres ne l'étaient pas, des détours de 30 à 40 kilomètres pour aller à leur travail. C'est absolument sidérant, c'est pas possible. Mais maintenant, ça va s'arrêter. Bon, depuis la décision qui a été prise entre les ministres de l'Intérieur, ça va s'arrêter, les frontières vont se rouvrir, elles ont été déjà réouvertes dans certains cas. Je pense que le prochain pas qui sera à faire maintenant, c'est que les travailleurs qui viennent par exemple dans le Baden-Württemberg, qui travaillent au Baden-Württemberg, qui n'ont pas le droit d'aller faire des courses dans le Baden-Württemberg, que ça va se finir, parce que je pense franchement, Ils recevaient des amendes. Oui, exactement. Ça va s'arrêter maintenant aussi. Donc, cette ouverture va se faire petit à petit et c'est une bonne chose pour les citoyens et c'est absolument nécessaire. Heureusement que nous avons un centre tel que le centre de la commission de la consommation à Kiel, oui, qui a beaucoup aidé, dont j'étais un certain temps la présidente d'ailleurs, qui a beaucoup aidé en donnant beaucoup d'informations pour que les citoyens s'y retrouvent dans toutes ces démêlés qu'il y avait. Mais comme je l'ai dit, la réouverture des frontières se fait maintenant, va se faire, et je pense que c'est une bonne chose. Sur ce sujet, moi je dois dire que j'étais triste et j'ai même souffert de voir les ponts fermés. Vous savez, les ponts pour nous c'est quelque chose de symbolique, c'est toujours ce qui était démoli en premier pendant les guerres ou fermé. Ben là ils étaient fermés. Et effectivement, il y a des gens qui ont fait jusqu'à 80 km pour trouver un pont, traverser, rejoindre leur boulot, alors que leur boulot était juste de l'autre côté. Non, c'était pas bien. Alors nous, maintenant, les gens ont le droit d'aller de nouveau dans les supermarchés, mais ça non plus, c'était très difficile à comprendre. Bon pour le travail, mais pas pour les courses. Donc moi, j'ai pas envie de trop parler de cette période-là, parce qu'elle est douloureuse. Tout proposer. Comment c'est possible que ça se soit passé comme ça et comment est-ce qu'on aurait dû faire? Moi, je trouve que ces démarches sont très intéressantes parce qu'elles sont constructives et elles permettent de mieux se préparer à la prochaine fois. Il y a clairement eu de la part des États centraux, fédéral en Allemagne, français en France, des directives qui se sont appliquées et il faut dire que chez nous en Alsace, la crise étant identifiée comme très forte, ça conduit à des blocages très, très forts. Mais heureusement, ce que tu exprimais, Evelyne, le dialogue en proximité a permis d'éviter des choses. Et par exemple, la rescolarisation des enfants français qui étaient scolarisés en Allemagne et réciproquement, dès tout début mai, a été possible, mais par dialogue, par discussion avec les autorités locales. Par contre, pour les autres, par exemple, la crainte de la quatorzaine, elle a existé jusqu'à la fin du mois de mai pour les personnes retournant en Allemagne. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on regarde comment on aurait
pu mieux le gérer pour voilà, se préparer, comprendre aussi mieux chacun l'organisation administrative de l'autre. Donc je fais un vœu, je pense qu'on a tous bien poussé hein, en disant tous que ce n'était pas possible hein, en Europe. Le principe de la libre circulation, c'est un principe fondamental. Et nous, moi j'aime bien dire qu'on est des petites Europes, là, avec des gens qui vont et viennent, qui font leurs courses, qui font leurs études, qui travaillent d'un côté et de l'autre. Donc, il est important qu'on ne loupe pas la phase de réouverture des frontières. Et pour ma part, enfin, il me semble clair que tout contrôle de la circulation qui serait motivé par autre chose que des raisons strictement sanitaires est inadmissible. Je sais que les ministres de l'Intérieur se voient 2 fois par semaine, qu'ils en parlent. Dans les grands États, ils ne le vivent pas forcément tous les jours. Il n'y a que les Luxembourgeois hein, qui sont très forts pour ça. Hein. Voilà. Paris, c'est un peu loin de la première frontière. Hein. Ils n'en ont pas forcément la pratique. Donc, voilà, il faudra faire quelque chose dans l'avenir pour que ces régions qui sont intéressantes parce qu'elles sont expérimentales d'une Europe plus intégrée, soient peut-être plus au cœur des stratégies et de la compréhension de la réalité du vécu. Mais en tout cas, la libre circulation assurée. Alors moi, j'espérais le 15 juin, j'ai l'impression que ce sera plutôt le 1er juillet pour tous les Européens, grâce aussi au virus hein, qui a l'air plutôt de s'atténuer. C'est une super nouvelle. Je crois que c'est un objectif très largement partagé. Merci beaucoup. On va demander à Justine de revenir aux questions sur ce thème-là. Est-ce que tu pourrais nous indiquer s'il y a quelques questions qui traitent plus particulièrement donc, des possibilités de coopération transfrontalière? Il y a plusieurs questions à ce sujet. Je vais plutôt laisser la parole à Jeanne. Ah d'accord. Oui, donc il y a eu plusieurs questions, justement, notamment une question en tout début de séance sur la gestion de la grande région. Et donc, une spectatrice qui demande s'il y aurait pu avoir des décisions prises dans le cadre de la coopération transfrontalière entre la grande région, un peu plus précise, donc avant la fermeture des frontières. Et il y a une autre question sur justement la cristallisation des liens entre les peuples français et allemands, alors qu'on pensait que les 2 pays étaient très unis. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait retisser les liens entre les peuples européens après cette crise? Alors Jeanne, tu pourrais préciser ce qu'est la grande région, parce que ce n'est pas du tout évident pour tout le monde. Oui, alors donc la grande région, c'est donc une région composée de plusieurs régions donc entre la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Donc Lorraine, Luxembourg, Wallonie et Sarre. D'accord. Qui veut répondre à ces 2 questions? Alors, est-ce que la grande région, moi je ne suis pas très bien placée parce qu'on n'est pas dans cette grande région d'Alsace. Je ne sais pas si la grande région aurait pu faire quelque chose, mais elle fait partie des institutions. Moi, j'avais fait un travail sur la coopération transfrontalière, j'étais allée sur toutes les frontières. C'est une structure très forte, hein. Il y a un dialogue très intense, très régulier, des liens amicaux, enfin, beaucoup de projets. Elle aurait sûrement pu faire quelque chose, mais franchement, je crois que quand le Covid s'est révélé, la catastrophe en Italie, et puis voilà, autour du 12-13 mars, la panique totale, il y a eu un effet de sidération. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas eu le temps de discuter. Enfin, tout s'est mis en place, tout le monde a paniqué. Donc, peut-être que la grande région aurait pu faire plus, j'en suis pas sûre. Par contre, je suis sûre, et c'est vrai ici, Euro-Info Consommateur avait fait un travail là-dessus, et puis je l'ai vu pendant mon rapport sur toutes les frontières. Je pense qu'on pourrait développer la coopération de proximité dans le domaine de la santé. Il y a plein de choses intelligentes à faire, parce qu'il y a un équipement lourd d'un côté, que l'autre côté pourrait assez astucieusement en profiter, parce qu'il y a certaines spécialités ou établissements d'accueil de certaines pathologies qui sont mieux d'un côté ou de l'autre. Enfin, quelque chose de très naturel. On voit d'ailleurs, c'est assez amusant, que sur les différentes frontières, plein de projets se sont développés et ont trouvé les astuces pour les monter en fonction des acteurs. Par exemple, à Lille, il y a un ancien directeur de la Sécu française qui a su faire utiliser les scanners et autres PET scans de l'autre côté, en Belgique,
parce que lui, il savait comment ça marchait avec la Sécu française. Il y a cet hôpital à Puigcerdá, à la frontière franco-espagnole, qui est complètement intégré. Hein. C'est un plateau au milieu des Pyrénées, qui est moitié espagnol, moitié français. Bon, l'hôpital suivant est très loin des deux côtés. Il y a de très belles coopérations chez nous, par exemple, dans le domaine de la schizophrénie, parce qu'on s'occupe bien des enfants à Kehl et des adultes à Strasbourg. Bon, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et intégrer, apprendre les uns des autres dans les formations médicales aussi. Donc, je pense que c'est un domaine de coopération qui nous permettra peut-être aussi d'expérimenter des choses en matière de pandémie où on additionnerait les savoir-faire des deux côtés de la frontière. Vous voyez, la richesse de l'Europe, quoi. On se nourrit des deux côtés. Alors, juste pour préciser, avant de laisser la parole à Evelyne Gebhardt, donc au niveau de la coopération frontalière, on me signale que la grande région donc, comprend en plus aussi Rheinland-Pfalz et la Rhénanie-Palatinat, et que du côté donc alsacien, nous avons une coopération entre l'Alsace et le Baden-Württemberg, et également d'ailleurs avec une partie de la Suisse alémanique. Oui, en effet, il y a une coopération qui s'est mise en place. Pardon? Pardon. Excuse-moi. Tu voulais répondre? Non, je disais juste qu'il y a plein de coopérations en fait, et il y a des échelles, il y a différentes échelles. Tu sais, il y a les eurodistricts, il y a les départements, pas tout à fait. Il y a les grandes régions. Oui, il y a beaucoup de spécificités en fait dans les régions transfrontalières, et je trouve ça formidable parce qu'il y a vraiment énormément si on regarde bien, il y a énormément de coopérations qui se font et qui sont très positives, mais qui sont toujours de manière très locale en fait. Et c'est ça le problème en général à Berlin ou à Paris, on ne sait pas, on ne le sait pas, et c'est très difficile à faire passer l'information jusque là-bas parce que pour eux c'est loin, ce ne sont pas les préoccupations parce qu'ils ne sont pas aux frontières, ils ne savent pas gérer cela. Et je pense que c'est pour ça il est bon d'avoir ça, mais comment faire passer que c'est une possibilité. La deuxième approche que nous devons avoir, c'est de discuter aussi quels sont les domaines dans la politique de santé qui devraient passer au niveau européen aussi. Parce que nous avons bien vu dans cette pandémie que c'est de ne pas avoir de réponse européenne, c'est en fait ce qui a créé les problèmes et ce qui a créé aussi la panique et les fermetures des frontières. Et si nous voulons éviter cela dans l'avenir, nous devons faire en sorte qu'il y ait une approche européenne au niveau de la santé, de la politique de la santé. Pas jusqu'au dernier degré, mais c'est jusqu'à un certain niveau. Mais pour cela, il faudrait changer les traités. Il faudrait changer les traités. Je ne sais pas comment faire en ce moment. Hein? Dans la proposition de la commission, qui a été déposée donc le mercredi dernier sur l'ensemble du financement à la fois du budget et du plan de relance, il y a la proposition de créer un nouveau programme EU for Health, donc l'Union européenne pour la santé, qui en fait multiplie par 20 les crédits que la Commission gère en temps normal pour la santé, et donc qui devrait permettre, avec un volet transfrontalier, de développer justement les bienfaits de la coopération et peut-être de les étendre via des expériences pilotes à des systèmes plus généraux. Parce que pour l'instant, il y a relativement peu d'initiatives dans le domaine de la santé. Il y a la carte européenne d'assurance maladie, mais qui est très restreinte et qui est limitée aux urgences. Bon, ça c'est un élément, mais il n'y a pas encore une transparence des systèmes de santé d'un pays à l'autre. Donc il y a des régimes, puisque ça relève tout à fait des politiques nationales, donc qui sont totalement différentes, soit nationales, soit fédérales, régionales. Donc on a le cas en Belgique, on a le cas en Allemagne. Donc tout ceci est très différent et il y aura beaucoup de choses à faire pendant la période à venir, puisque le financement qui est proposé, qui pourrait donc s'appuyer sur le traité existant, le traité de Lisbonne, sans réforme des traités, mais par un développement financier très important de ce programme-là. Oui, mais je pense qu'il n'est pas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de passer par les finances. Il faut aussi essayer de trouver des accords sur les systèmes de santé en général, les approches européennes dans ce domaine-là. Et cela, il faudrait le creuser un peu.
plus que de le faire seulement par les financements, je pense. Alors, il y a une discussion. Jeanne, pardon, oui. Il y a une discussion amusante sur le chat là. Sur ce serait bien d'avoir une carte vitale de la santé. Mais ouais, elle existe déjà. Elle existe en effet, la carte européenne. Alors, il y a une réponse sur le thème des soins d'urgence. Je ne suis pas sûre que ce soit des soins d'urgence. Hein. Quand on se déplace dans un autre État membre, on peut être couvert. On est couvert, dès lors qu'on la demande avant de partir. Mais c'est vrai qu'on a bien vu que, par contre, les méthodologies médicales ne sont pas les mêmes. Hein. La manière de soigner, les protocoles et donc les référentiels. Hein. Donc là, il y a un immense travail. C'est à ça, je pense, qu'Evelyne pensait quand elle parlait des traités. Enfin, si on veut qu'il y ait une vraie intégration des savoir-faire, des formations médicales, voilà, et ça nécessite un engagement politique fort. Mais vous aviez raison tous les deux, parce que, Francis, oui, il y a un volet santé fort dans le plan de relance, parce que ça apparaît comme une priorité absolue, une priorité dans le domaine de la recherche, dans le domaine des moyens. Et puis quand même, il existait un European Central for Disease Control, c'est-à-dire un centre pour le contrôle des épidémies. Oui, il y a une structure européenne qui est sur le modèle de l'américaine, hein, qui est très performante et qui, je pense, aura des moyens, enfin j'espère, doublés, triplés, quadruplés, je ne sais pas, mais enfin, pour être plus à même de faire face. Je vous recommande d'ailleurs leur site. Hein. C'est une petite équipe, mais ils ont fait un super boulot de cartographie de ce qui se passait en Europe, de mise en cohérence des données à l'échelle européenne pour assurer un bon suivi d'épidémie, sans refaire le travail de l'OMS, mais en s'en servant, le commentant, enfin en le complétant. Donc oui, il y a une vraie politique, pour résumer, il y a une vraie politique européenne, une vraie volonté politique européenne de progresser dans le domaine de la santé, et tout de suite, on est quand même couvert par cette formidable carte européenne. C'est quand même magique. Hein. Je me déplace dans un autre État membre, j'ai un problème, je peux me faire soigner dans d'excellentes conditions. C'est ça que j'entendais sous le mot urgence. C'est comme le téléphone, quand j'appelle l'Europe. Le seul défaut de ces dispositifs, c'est qu'ils ne sont connus que des gens qui sont mobiles. Donc une partie de la population, celle qui ne profite pas de l'Europe, qui ne connaît pas bien l'Europe, en fait, n'en profite pas. Et voilà. Voilà, nous approchons maintenant des 5 dernières minutes de ce webinaire. Je ne sais pas si Camille veut reprendre la main pour la conclusion. Oui, alors oui, effectivement, il nous reste quelques minutes peut-être. Je ne sais pas si Jeanne, il y avait encore des questions qu'on pouvait relayer. Peut-être une dernière question dans le chat que tu avais relevé. Oui, il y avait justement une question sur la fermeture des frontières et est-ce qu'il y a eu des pétitions? Alors, il me semble qu'il y en a eu, mais est-ce qu'elles ont eu un impact? Il y a une manifestation sur le pont de Kehl, il y en a une samedi prochain. On a tous écrit, réécrit. Moi, mon groupe Renew, il organise un événement web demain matin en invitant les autorités nationales. Chacun, je suis sûre que Evelyne a fait plein de trucs aussi, chacun y va de son pressing parce qu'on leur dit c'est pas possible. L'Europe, il faut maintenant, on a loupé le début de la crise, il faut qu'on fasse de la sortie de la crise à un moment européen coordonné. Donc oui, et puis on est très poussé par nos concitoyens qui trouvent ça vraiment insupportable, n'est-ce pas Evelyne? Tout à fait, tout à fait. Il y a eu beaucoup et ça a beaucoup aidé. Fabienne et moi, on n'était pas obligés de nous pousser parce qu'on était clairs là-dessus, mais ça nous a beaucoup aidé parce que cela montre que nous sommes vraiment le relais des citoyens, des citoyennes, aussi à l'encontre des dirigeants des États membres. Et donc ça, c'est une très bonne chose et c'est pour ça, moi je dis, d'ailleurs, moi j'en ai signé aussi des pétitions. Donc il faut les faire, on les voit, elles sont utiles en effet. Oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose donc qu'on clôture, à moins que vous souhaitiez dire un dernier mot de conclusion. Je ne sais pas s'il y avait un message final que vous souhaitiez faire passer. Mais voilà, en tout cas, ce qui ressort en tout cas de cette discussion, c'est qu'on voit que ça a été difficile au début, mais qu'il y a quand même eu des avancées pour l'Europe. Il reste encore du travail, et notamment sur la coopération transfrontalière. Mais voilà, il y a eu des propositions, il y a des choses sur la table.
espérant qu'effectivement le Parlement européen, a priori, les soutiendra. Mais bon, on espère que du côté du Conseil européen, on aura aussi un message positif. Voilà. Moi, je dirais tout simplement, pour finir, que l'Union européenne, finalement, elle est meilleure que ce que l'on pense. Et je suis convaincue que la crise que nous avons en ce moment va faire en sorte qu'il y aura des poussées, des avancées positives dans l'Union européenne, parce que l'on voit où il y a des nécessités de le faire, et ça, c'est le bon côté de la crise, bien que je n'aime pas parler de bon côté de crise parce que c'est difficile, mais ça va faire avancer, et ça, c'est une très, très bonne chose. C'est nécessaire. Alors, je partage complètement ce qu'Evelyne vient de dire. C'est dans la crise que l'on mesure la force d'être ensemble. Et c'est pour cela que la bonne échelle pour rebondir après la crise, c'est bien l'Union européenne. Il faut avoir la puissance de l'Europe à 27 pour pouvoir aider les États membres qui ont été très touchés, pour pouvoir lancer une réindustrialisation. Donc, il y a une sorte de prise de conscience à l'occasion de cette crise. Moi, je pense qu'elle est salutaire. Et en tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé cette rencontre, de nous permettre de partager nos convictions européennes, parce que l'Europe, on ne la voit pas beaucoup, pas toujours très concrètement. Faut avoir conscience que l'Europe, par exemple, elle a massivement aidé à l'achat des masques, tous les États membres. Mais voilà, on ne le dit pas toujours, on le cache un peu. Celui qui donne les masques, la Commission européenne en a acheté lui. beaucoup aussi et les a offerts aux États membres qui en avaient besoin. Absolument, absolument. Donc voilà, merci de vous passionner pour l'Europe et de vous y investir. Camille, j'aimerais juste oui, remercier, je vais à l'issue de ce webinaire, remercier nos 2 députées européennes pour y avoir participé. Merci. Vous remercier, vous féliciter pour l'organisation. On voit qu'il y a une dimension transfrontalière et aussi très géolocalisée. Je trouve que c'était extrêmement intéressant, y compris pour moi qui travaille dans un bureau parisien dans une capitale. C'est vraiment très important de voir que les députés européens, les députés européennes en l'occurrence, sont le relais de demandes très concrètes des citoyens près des frontières, dans les grandes régions. Je voudrais vous encourager à continuer ce travail et à aussi nous demander, à nous, bureau en France, de vous aider dans ce travail, et aussi à tous les personnes qui ont suivi le webinaire à continuer à s'impliquer pour diffuser l'information sur ce que fait l'Europe, sur ce qu'elle ne fait pas, sur ce qu'elle devrait faire, et impliquer leurs députés européens qui les soutiendront là-dedans, sur notamment tous nos outils et notre plateforme qui s'appelle ensemble.eu. Donc, on aura le temps d'en discuter et de développer un peu les façons de s'engager à vos côtés, et surtout de soutenir vos initiatives. Je parle plutôt aux participants là. Voilà. Bon, encore, merci encore. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Et vive les femmes en Europe. Ouh. Oui. Vive l'Europe. Pardon, monsieur Gutmann. Merci à tous. C'était le seul représentant. Sexe faible. Mais là, j'en ai profité. Voilà. C'est pas souvent. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.